Herzlich willkommen im Deutsch-Französischen Institut zu unserer Sendung DFI Journal. Bienvenue à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg pour notre émission DFI Journal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des DFI, wir sind wieder einmal zusammengekommen, weil wir keine öffentlichen Veranstaltungen in großem Format machen können, um unser DFI-Journal fortzuführen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, unseren Gedankenaustausch hier zu begleiten. Wir werden dieses Format in 2 Sprachen machen. Der erste Teil wird auf Deutsch sein. Et pour ceux qui ne sont pas germanophones, il y aura une deuxième partie qui dira aussi des choses aussi intéressantes que la première moitié, et ça sera en français. Wir haben heute die große Freude, Sylvie Goulard bei uns zu haben. Sylvie Goulard kennen Sie alle aus ganz verschiedenen Funktionen, aus verschiedenen Ämtern, die sie inne gehabt hat. Und wir freuen uns sehr, dass sie sich entschieden hat, sich im DFI zu engagieren. Sie ist uns jetzt schon eine sehr wertvolle Hilfe in vielen Themenbereichen, wenn es um neue Kontakte geht, auch um neue Ideen. Und deshalb dachten wir, es wäre gut, Sie einmal hier zu haben, um einen Tour d'Horizon zu machen und einen Blick zu werfen auf die deutsch-französischen Beziehungen, so wie sie wahrnimmt. Und dann eben auch uns zu fragen, was das eigentlich für die Arbeit des DFI bedeutet. Bevor wir auf die aktuelle Situation kommen, Sylvie, das DFI wird ja bald 75 Jahre alt und dann hat man so einiges gesehen. Und wenn ich so zurückdenke an frühe Generationen, muss man sagen, das war natürlich auch eine sehr wichtige Epoche. Bevor wir also von der Gegenwart sprechen, vielleicht kannst du uns aus deiner Wahrnehmung sagen, was eigentlich erreicht worden ist in diesen ganzen Jahren. Also zuerst vielen Dank. Es freut mich, hier zu sein und für alle Zuschauer ein gutes Gespräch mit Frank. Also das ist wichtig für mich. Ja, ich bin dankbar für alles, was die Generationen vor uns geleistet haben. Ich habe selbst Deutsch im Gymnasium in Marseille gelernt, weil damals der Élysée-Vertrag sehr ernst genommen wurde. Man hat das Lernen der deutschen Sprache gefördert. Und das war für mich eine echte Chance in meinem Leben. Dann habe ich viele Kontakte gehabt. So die Situation ist ganz anders und wir sehen nicht mehr, was geleistet worden ist. Und das ist, was faszinierend ist. Alles, was jetzt banal oder selbstverständlich geworden ist, ist das Ergebnis von vielen, von vielem Engagement von der Generation der Nachkriegszeit und auch danach. Aber jetzt müssen wir neue Rechtfertigungen und auch neue Horizonten eröffnen für die neuen Generationen. Es ist ja wirklich erstaunlich, wenn man schaut, wie sehr sich Deutsche und Franzosen mittlerweile vertrauen. Alle Umfragen zeigen, dass hier eigentlich doch sehr viel Aggressionen abgebaut worden sind über die Zeit. Und gleichzeitig merkt man eben auch, dass man sich nicht kennt. Das ist auch immer wieder ein Phänomen für uns bei unserer Arbeit, dass wir doch immer wieder erklären müssen, einordnen, Vorurteile abbauen, die einfachen Wahrnehmungen etwas differenzieren. Das bleibt also für unsere Arbeit sicherlich weiterhin aktuell. Jetzt schauen wir doch mal auf die momentane Situation. Nicht nur die Welt bewegt sich, auch in Europa bewegt sich viel. Wir haben eine neue deutsche Bundesregierung. Wir haben die EU-Ratspräsidentschaft der Franzosen. Wie würdest du die Situation der deutsch-französischen Beziehungen zunächst einmal einschätzen? Ist das eine der berühmten Momente, wo man abwartet? Ist es vielleicht eher ein dynamischer Moment? Wie kann man das einordnen? Zuerst möchte ich gern betonen, wie unerhört dieses Ergebnis ist. Wenn man sich anschaut, andere Regionen der Welt, ja, Japan und China zum Beispiel, haben nicht die Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg total zustande gebracht. Oder Israel und Palästinien. Oder wir sehen auch zurzeit, wie die Beziehung zu Russland fragile sein könnte. Das heißt, diese Arbeit, dieses Vertrauen, das du erwähnt hast, sind sehr wertvoll. Auch wenn man nicht mehr spürt oder sieht oder es ist gut so, aber es ist kein Grund, um nicht mehr daran zu arbeiten. Zuerst, das will ich betonen, für die jungen Generationen. Sprachen lernen, das andere Land entdecken. Es klingt ein bisschen altmodisch, aber es sind die ersten Stufen. Es kann mindestens wirklich helfen, die Vorurteile abzuschaffen. Jean Monnet erzählte in seinem
seinen Memoir, er hätte manche Vorurteile nicht abschaffen müssen, weil er von seiner Erziehung diese Vorurteile nicht bekommen hatte. Aber nicht jeder hat die Chance, international eine internationale Erziehung zu bekommen. Das heißt, wir wissen, Vorurteile gibt es in jeder Menge und die muss man wirklich bearbeiten. Und für diese Generation, was besonders wichtig ist, wir wollen nicht nur ein bisschen freie Bewegung von Waren organisieren. Das ist nicht nur ein Markt, sondern ein politisches Projekt, das wir zusammen in Europa vorantreiben wollen. Und wenn es um Werte geht, wenn es um demokratische Legitimation, da haben wir auch verschiedene Traditionen oder öffentliche Organisationen. Es sind nicht nur Vorurteile, es sind Realitäten, die anders sind. Und das erfordert viele Zusammenarbeit, um sich besser zu verstehen. Es ist sicher richtig, das merken wir auch bei unserer Arbeit, dass es nicht einfach ist, immer neue Publikumsgruppen für dieses Thema Europa praktisch zu interessieren oder auch in deutsch-französische Aktivitäten einzubinden. Es ist schon so, dass wir durch das deutsch-französische Jugendwerk, durch die Hochschule natürlich ganz viele Tausende junger Menschen haben, die ins andere Land gehen, die sich mit der Sprache beschäftigen zumindest. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass in der breiten Öffentlichkeit das tatsächlich jedem bewusst ist, dass wir in Europa nur vorankommen, wenn wir auch tatsächlich gemeinsam uns etwas besser kennen, respektieren und auch die verschiedenen Standpunkte, die zum Teil ja objektiv gegeben sind durchs politische System, einfach auch besser kennen. Aber jetzt nochmal zur Aktualität. Jetzt diese neue deutsche Regierung. Die hat ja einen langen Vertrag geschrieben, wie das so üblich ist in Deutschland. Jetzt ist Präsident Macron fast schon im Wahlkampf, aber er ist jetzt erstmal EU-Ratspräsident. Ist das eine Gelegenheit, wo man eine neue Dynamik entfalten könnte? Wo wären vielleicht Themen, wo wir auch uns engagieren könnten? Ja, es ist immer eine Zeit, wenn eine neue Regierung gegründet wird, gibt es immer eine gewisse Hoffnung. Und auch dieser Vertrag, ich will als Französin auch betonen, wie das Verfahren von außen beeindruckend ist, dass Parteien es schaffen, miteinander zu reden, zu einem Ergebnis zu kommen, eine friedliche, konstruktive Transition zu begleiten. Das ist schon etwas Besonderes. Und selbstverständlich werden wir mal sehen, was implementiert wird. Aber das ist für die deutsche Seite ja eine spezifische Zeit in dem politischen Leben. In Frankreich steht noch die Wahl vor uns. Diese EU-Präsidentschaft ist immer eine Gelegenheit und vor allem für einen Präsidenten, der sich sehr für Europa engagiert hat, einen Schwung zu geben, also neue Impulse zu geben. Man darf auch nicht übertreiben. Die Institutionen bestehen, die Kommission, das Parlament, der Rat. Die anderen Mitglieder haben auch ihre eigene Meinung. Das heißt, es ist ein kollektives Spiel, ein bisschen wie ein Fußballspiel, wo der Kapitän eine Rolle spielen kann, aber der spielt nicht für alle. Und das ist diese Zeit. Und noch dazu, es gibt immer ein Programm einer Präsidentschaft und dann kommt die Realität. Und wir werden mal sehen, was passiert. Die Situation ist zurzeit mit verschiedenen geopolitischen Herausforderungen nicht ganz einfach. Bleiben wir mal im Bild des Fußballspielens. Also da ist jetzt eine Equipe, da ist eine Mannschaft, da gibt es einen Trainer, kann man überlegen, wer der Trainer sein könnte. Da gibt es aber vor allem auch Publikum. Und natürlich ist es in Europa ja auch so, und das gilt für Frankreich wie für Deutschland, wie für alle europäischen Länder, es gibt zunehmend doch eine Entfremdung von den politischen Entscheidungsprozessen und der manchmal veröffentlichten, manchmal auch einfach öffentlichen Meinung. Und deswegen haben wir auch eine Beobachtung, die ganz interessant ist, dass nämlich die Partizipationsformen sich stark entwickelt haben. Da gab es in Frankreich viele Versuche. Es gibt jetzt die Konferenz über die Zukunft Europas, wo man auch versucht, möglichst viele Stimmen einzufangen. Wir haben auch gesehen, dass die kommunale Ebene wieder ganz neu in den Blick genommen wird. Die alten, manchmal etwas in Verruf geratenen Jumelage, die Partnerschaften kommen neu, weil sie eine neue Realität darstellen. Heißt das, wir müssen auch diese Demokratie noch mal ein bisschen anders anschauen? Ist das eine Chance, vielleicht durch mehr
Beteiligung von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern, da etwas mehr Vertrauen auch wieder in die Politik zu bringen, gerade bei den großen Gesellschaftsthemen, die wir vor uns haben? Ja, und das war immer in den deutsch-französischen Beziehungen sehr wichtig. Also diese Städtepartnerschaften, auch die menschlichen Beziehungen nach dem Krieg, die vielen Kinder auf den beiden Seiten. Das heißt, die Politik kann manche Lösungen bringen und es ist wichtig in Demokratien, dass die gewählte und accountable Mitglieder der Parlamente oder Regierungen die Verantwortung übernehmen. Aber die Zivilgesellschaft spielt eine sehr zentrale Rolle, noch mehr heute, wo das Niveau, also es gibt viel mehr Leute, die ausgebildet sind, die Erwartungen sind auch sehr groß, partizipativ. Insofern war mein Vergleich mit Fußball vielleicht nicht ganz geeignet, weil die Bürger in der Demokratie sind keine Zuschauer. Die können auch sehr aktiv sein in Vereinen oder durch verschiedene politische oder andere Engagement, sagen wir mal Gewerkschaften oder was auch immer. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig, dass wir betonen, Europa kommt nicht von Himmel alleine aus. Es braucht Engagement in jeder Form. Und man muss nicht unbedingt von Europa reden, um die Leute zu mobilisieren. Wir können konkrete Beispiele nehmen. Also Klima für die nächsten Generationen. Was können zwei Städte machen, was die Mobilität angeht? Man kann vergleichen, welche Lösungen in Deutschland oder in Frankreich gefunden wird. Oder für diese Abfälle, für Recycling, für Erziehung. Wir brauchen auch Leute, die in der Lage sind, die digitalen Instrumente besser zu benutzen. Wie kann man austauschen? Also meiner Meinung nach ist Europa als solche nicht unbedingt das Thema, um die Europäer zusammenzubringen. Das ist ein schönes Paradox, aber ich glaube, da ist wirklich was dran. Es geht ja manchmal so weit, dass man mit dem falschen Begriff sozusagen in eine Motivation geht, in der Gruppe mit jungen Leuten, dann ist man schon wieder draußen, bevor es losgegangen ist. Und manchmal ist in der Tat viel besser, man geht über Themen, die die Menschen sowieso beschäftigen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Aachener Vertrag. 2019, nach langen Vorbereitungen, wurde ja dann ein Vertrag unterschrieben zwischen Deutschland und Frankreich, der nicht an die Stelle tritt des Élysée-Vertrags von 1963, sondern der etwas Neues machen will, einen neuen Impuls setzen. Da drin stehen ja ganz viele Dinge, von denen noch nicht alle umgesetzt sind, das ist ja klar. Aber da gibt es doch einige Instrumente, die schon jetzt ihre Kraft entfalten. Da ist zum Beispiel dieser Bürgerfonds, wo eben zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützt werden. Und dann gibt es da diese parlamentarische Versammlung. Vielleicht noch ein Wort dazu. Kann man das schon einschätzen heute? Was soll das eigentlich? Was ist das, dass da plötzlich deutsche und französische Abgeordnete gemeinsam so ein sonderkleines Parlament, in Anführungszeichen natürlich, es darf ja kein Parlament sein, aber es heißt Parlamentarische Versammlung. Wie muss man das einordnen? Also zuerst, ich kann mich noch gut erinnern an 2003, wenn wir damals mit Alfred Grosser und er hatte damals Wolfgang Thierse besucht und dafür plädiert, dass die Parlamente in diese deutsch-französische Zusammenarbeit einbezogen werden. Und der Aachener Vertrag hat in der Tat diese Neuigkeit mehr Substanz gegeben. Es ist gut so, die Franzosen haben viel vom Bundestag zu lernen. Ich glaube, es gibt auch Themen, die weniger präsent, sagen wir mal Verteidigung zum Beispiel, in der deutschen Öffentlichkeit, wo die Deutschen von der französischen Seite auch etwas bekommen könnten. Manche Abgeordnete, die daran involviert waren, waren sehr begeistert. Ich weiß, dass Wolfgang Schäuble selbst eine große Rolle gespielt hat mit Richard Ferrand. Aber selbstverständlich braucht man Dauer. Man wird sehen, jetzt ist die Legislaturperiode für die Franzosen fast am Ende. Wir werden im Juni eine neue Wahl haben, dann in der Sommerzeit eine neue Assemblée Nationale. Und aufs Dauer kann es nur gut funktionieren. Es könnte auch eine gute Vorbereitung für manche europäische Entscheidungen, sagen wir mal Energie oder Verteidigung oder Agrarpolitik, wo wir wissen, dass die Positionen nicht unbedingt sehr nah sind, spontan, damit sie ein bisschen mehr konvergieren, damit jede Seite auch besser versteht, was die andere Seite, wo die Angst manchmal oder wo die konkreten Hürden sich befinden. Also das ist
meiner Meinung nach ein sehr gutes, es ist ein neuer Weg für die Zusammenarbeit. Und dann wird man sehen, ob die Abgeordnete das so lebendig wie möglich machen. Als ehemalige Europaabgeordnete bedauere ich ein bisschen, dass die Europaabgeordnete nicht involviert sind, aber vielleicht wird es in der Zukunft der Fall sein. Auch der französische Senat hat sich beklagt, dass die Senatoren nicht vertreten sind, weil das eben ein bikamerales System eigentlich ist. Und von daher, wenn man Assemblée parlementaire auf Französisch sagt, ist schon was dran. Hätte man natürlich auch an den Senat denken können, aber die Dinge können sich ja auch entwickeln. Was man ja oft hört und liest, ist, dass die deutsch-französischen Beziehungen für Europa nicht mehr die Zugkraft haben, die sie früher mal haben konnten, weil wir eben jetzt mittlerweile 27 Mitgliedstaaten sind. Besteht da so ein Risiko, dass sich Deutschland und Frankreich zu sehr auf sich selbst beziehen, dass so eine Art Nabelschau betreiben? Wie ist die Rolle? Es heißt ja manchmal auch, ja, es muss Kompromisse geben zwischen Deutschland und Frankreich, aber die reichen nicht mehr, wir brauchen andere Partner. Also meine lange Erfahrung von den europäischen Institutionen, wir dürfen auch nicht übertreiben. Ich kann Beispiele nehmen, die Rolle von Felipe González aus Spanien zur Zeit von Kohl und Mitterrand war entscheidend. 85 italienische Präsidentschaft, Rat in Mailand, entscheidend für die Eröffnung der Verhandlungen bis zum einheitlichen Akt, also Binnenmarkt. Also wir waren nicht die Einzigen. Und wenn der römische Vertrag mit der Wirtschaftsgemeinschaft zustande gekommen ist, ist das wirklich das Werk von Benelux. Das heißt, erstens, wir waren nie alleine am Steuer. Das ist ein bisschen die Geschichte in manchen Kreisen, aber das stimmt nicht. Zweitens stimmt es, dass die Erweiterung mit der Heterogenität und mit der Anzahl der Mitglieder eine Diversität mit sich, eine Vielfalt mit sich gebracht hat, wo Frankreich und Deutschland auch mathematisch nicht dieselbe Rolle spielen. Was aber meiner Meinung nach bleibt, es ist die gemeinsame Verantwortung. Es ist die gemeinsame Verantwortung für eine Anschauung Europas, die sowohl eine Staaten- als auch eine Bürgerunion ist, die weit über den Markt geht. Seit dem Anfang, es ist vollkommen klar in der Schuman-Erklärung 1950 und die Reaktion von Konrad Adenauer damals war, es ist eine moralische Herausforderung für unsere Länder. Es war auch von vornherein, auch wenn das heute nicht so sehr betont oder bekannt wird, dass das Ziel war, in der Welt eine Rolle zu spielen, in der Welt manche Werte zu verteidigen. Und das ist genau das Thema, wo die deutsch-französische, ich würde sagen, diese stabile Überzeugung, dass wir etwas aufs Dauer miteinander bauen wollen, abgesehen von manchen Schwankungen oder Turbulenzen, wie man im Flugzeug sagt, dass wir weitermachen wollen. Und wenn jedes Mal, als ich in Brüssel war, jedes Mal, wo die Franzosen und die Deutschen gesagt haben, das machen wir, sei es Euro, sei es eine Antwort auf 9/11 oder was auch immer, dann war die Landschaft ganz anders. Und insofern ist es immer sehr gefährlich, wenn wir manche Themen nicht bearbeiten. Aber ich würde sagen, bearbeiten unter uns mit anderen. Es darf nicht exklusiv sein, es kann inklusiv sein. Und das ist mindestens die Anschauung, die ich immer versuche zu fördern. Und auf diese Frage, was das für unsere Arbeit bedeutet, das deutsch-französische Verhältnis immer im Blick zu haben und trotzdem Dinge auszuweiten, das werden wir im zweiten Teil noch einmal aufgreifen, wenn es dann auf Französisch weitergeht. Und dann werden wir sicherlich auch einiges noch einmal wiederholen aus dem deutschen Teil. Aber keine Sorge, für die, die zweisprachig sind, wird es noch ganz viele neue Aspekte geben. Et voilà que commence la partie en langue française. Et je pense que c'est toujours utile de rappeler à tous ceux qui nous connaissent que vous êtes des amis très fidèles de l'Institut franco-allemand. Et vous savez donc aussi qu'on est là depuis très longtemps, que notre travail est un travail de longue haleine. Nous allons fêter l'année prochaine les 75 ans de l'Institut.
Et pour se projeter vers l'avenir, c'est toujours utile de se rappeler les fondamentaux des origines de cette aventure franco-allemande. Et j'aimerais demander à Sylvie Goulard, qui est à côté de moi, comment elle voit, elle, avec sa longue expérience, l'acquis de cette génération qui nous a laissé quand même un dialogue établi, solide et confiant. Ben merci. Bon, je n'étais pas là au début quand même. Je ne vais pas fêter mes 75 ans l'année prochaine. Mais la partie que j'ai vécue, notamment dans ma jeunesse, en ayant la chance d'apprendre l'allemand, parce que c'était la volonté politique, faut être honnête, à l'époque, à la suite du traité de l'Élysée. Et puis énormément de rencontres qui m'ont permis de connaître parmi certains des piliers du DFI, que ce soit Alfred Grosser, Rudolf von Taden, Robert Picht, sont des personnes que j'ai eu la chance de connaître au début de ma carrière de diplomate et de mon engagement franco-allemand et européen. Je crois qu'on leur doit beaucoup. C'est une génération qui avait une motivation extraordinaire tirée de la volonté de tourner la page, de se réconcilier. Il y avait aussi des gens qui étaient des vrais passeurs entre les deux cultures, qui maîtrisaient bien les deux langues. Je me souviens notamment, Alfred Grosser avait cette vertu énorme de toujours, en gros, dire aux Allemands ce qu'ils ne voulaient pas entendre et aux Français ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Donc il n'était jamais dans la complaisance, et ça c'est une grande leçon. On peut le faire avec de l'amitié, du respect, mais dire les choses et les dire de manière à mieux se comprendre et à décrypter les ambiguïtés qui sont souvent la source des rivalités. Et pourtant, même si aujourd'hui les relations sont très pacifiées entre les citoyennes et citoyens, on s'estime réciproquement, on se connaît assez peu. Ça, on le découvre continuellement dans nos travaux. C'est pour ça qu'une de nos missions, c'est toujours d'éclairer, de bien parler de notre pays, de s'adresser à différents publics pour dire des réalités, parfois institutionnelles, parfois historiques, pour justement permettre aux jeunes générations aussi de connaître, au-delà du tourisme, l'autre pays. Donc ça reste d'actualité, même si, en effet, la génération d'Alfred Grosser a fait un travail remarquable. Joseph Rovent était très proche aussi de l'Institut, donc il y a bien des personnalités qui restent dans des piliers de la maison, si tu veux. Quand on regarde l'actualité, on a l'impression quand même que ce nouveau gouvernement allemand a rédigé dans ce fameux traité de coalition, qui est un texte très long, un chapitre ambitieux sur l'Europe. C'est vraiment remarquable. Comment tu vois la situation? Est-ce que c'est, une vraie relance? Est-ce que c'est la réponse au discours de la Sorbonne du président Macron, comme on a pu le lire? Est-ce que tu crois que ça va vraiment permettre une ouverture vers des sujets et des projets communs ambitieux? C'est un point positif. J'ai pris la peine effectivement de lire le Koalitionsvertrag. On sent une tonalité européenne dont on a déjà vu certains effets, si j'ose dire, avant même le changement de gouvernement. Pour moi, la relation franco-allemande, c'est quelque chose qui va au-delà des partis qui sont au pouvoir ou des personnes. Bien évidemment, certains ont pu apporter plus d'engagement ou plus de projets, mais je crois que ce qui s'est passé, si on regarde la crise liée au Covid, au Corona, comme on dit en allemand, on a quand même globalement réagi de manière plus concertée, plus rapide et plus efficace qu'après la crise financière. On a appris, en quelque sorte, au niveau européen. Le talent d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission n'y est pas pour rien, de même que ce que la Banque centrale européenne a pu faire avec Christine Lagarde. Donc, il y a eu une réponse massive et rapide. Je dirais que dans l'urgence, on a bien réagi, mais il faut être très modeste parce que nous faisons face, et c'est là qu'on verra si le contrat de coalition allemand, le prochain, la prochaine présidente de la République, il faut rester très prudent à ce stade, on va voir s'ils sont capables de travailler dans la durée face à un changement. En français technocratique, on dit structurel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos sociétés doivent transformer leur manière de produire, de se nourrir, de se déplacer pour faire face au changement climatique. Ont la chance d'utiliser des outils digitaux que nous n'avions pas, qu'on a beaucoup utilisés par exemple pendant la crise et qui nous ont permis de compenser l'absence de voyage, même si c'est moins sympathique. Toutes ces transformations qui touchent l'entreprise, mais aussi les ménages, les familles, les individus, nous devons les affronter. Et c'est là que nous verrons si nous sommes capables collectivement d'apporter des réponses. Et pour tous ces sujets, j'insiste là-dessus,
même si nous sommes très différents entre Français et Allemands, nous sommes dans le même monde qui se transforme aussi, qui voit émerger des puissances lointaines, comme la Chine notamment, qui voit des soubresauts géopolitiques aux confins de l'Europe orientale, qui voit des États-Unis qui ont créé les géants de la tech dominer ce sujet-là, s'emparer plus ou moins du sujet climat. Donc nous sommes de toute façon, si j'ose dire, dans le même bateau, les Français, les Allemands et les autres Européens. Et nous avons quelque chose à défendre ensemble. Un modèle de société, un certain art de vivre que nous ne voyons plus forcément, mais qui nous distingue assez profondément des autres régions du monde. Et en même temps, on peut constater que ce modèle de vie est un peu en crise. Nos sociétés démocratiques assez solidaires, surtout si on les compare à d'autres sociétés du monde, parfois ont du mal à regrouper la société autour des grands défis. On a vu les Gilets jaunes en France, on a les Querdenker maintenant, les antivax en France. Est-ce qu'il faut imaginer, et ça peut concerner notre travail aussi, une plus grande implication des citoyens et citoyennes dans des formes de participation? On l'a testé avec des forums sur le climat, on a testé en France avec le grand débat. Est-ce que c'est la voie qu'il faut suivre? Est-ce que c'est peut-être la seule voie qu'on peut suivre à ce propos? Non, je crois que le travail avec l'ensemble de la société est très utile, et le travail en dehors des institutions démocratiques traditionnelles, représentatives, qui encore une fois ont leur légitimité et leur utilité, tout ce qui met, j'aime pas beaucoup le mot, le lien social, ça fait un peu pédant, mais tout ce qui permet aux gens de se sentir acteurs de leur vie, de certains choix, c'est important. Après, je crois que sincèrement, il faut entendre les plaintes d'une partie de la société. Il y a des problèmes très concrets, que ce soit la ruralité, les banlieues, la coexistence de personnes de religions différentes. Je ne nie pas les problèmes. Il ne faut pas confondre non plus ce qui vient d'une minorité et ce qui est l'immense majorité beaucoup plus silencieuse. Est-ce que nos pays sont en crise? Si on regarde l'Afrique en ce moment avec des coups d'État partout, violents, si on regarde des régimes autoritaires, il y en a en Asie, il y en a dans le bassin méditerranéen, si on regarde les difficultés économiques en Amérique du Sud, nos sociétés affrontent de vrais problèmes, elles sont sans doute vieillissantes, elles se posent des questions sur leur modèle, mais je crois que pour beaucoup d'êtres humains dans le monde, l'Europe reste une sorte de havre de stabilité et de relative justice sociale dont les autres peuples du monde n'ont aucune idée. Donc il ne s'agit pas de dire « tout va très bien, Madame la Marquise », mais peut-être de relativiser, de trouver les moyens de dialoguer avec ceux qui ont des revendications, parfois légitimes, parfois moins légitimes aussi. Il y a des discours de haine, par exemple, ou de sexisme, ou de mise en cause de certaines avancées vis-à-vis de groupes humains qu'il faut peut-être ne pas entendre non plus, parce qu'après tout, l'immense majorité est derrière, des lois sont votées qui s'appliquent dans nos pays, et c'est ça qui compte. Donc la démocratie, c'est aussi quand même d'écouter un peu plus la majorité que les minorités, tout en défendant, bien entendu, le droit des minorités à s'exprimer. Quand on parle de participation en Allemagne, très souvent, on ne pense même pas tellement aux minorités, qui en effet parfois s'expriment très violemment, c'est vrai, on a vu ça partout, mais parfois, au niveau communal surtout, on voit bien aussi que c'est des formats pour entraîner un maximum de citoyens de toutes couches sociales, des différents groupes, justement pour éviter qu'il y ait seulement ceux qui s'engagent toujours, ou bien ceux qui, de toute façon, expriment des opinions minoritaires, pour justement permettre aux citoyennes et citoyens de s'engager plus directement dans des dossiers qui les regardent directement ou bien qui regardent l'ensemble de la société. Je pense que c'est un format qui se développe assez et pour tout ce qui est transformation, transition vers un autre modèle de vie, je pense que c'est quand même important de penser à ça. On le voit au niveau des jumelages, par exemple. Il y a des villes et communes qui travaillent très bien ensemble sur des sujets contre le gaspillage des aliments, voilà, des choses très pratiques que tout le monde peut vraiment considéré comme étant sans problème aussi. Donc je pense qu'il y a quand même une piste à creuser sur ces formats de participation. Il n'y a aucun doute, je ne veux pas donner l'impression, je crois, mon engagement au DFI, c'est aussi parce que je crois qu'un rôle existe pour la société civile, indépendamment des structures publiques, et pour de l'engagement individuel. Mais je dirais qu'il faut que
ça prenne la forme d'un engagement constructif. Des personnes qui veulent bâtir une alternative, c'est tout à fait légitime. Ce qui est plus gênant, c'est l'expression de l'opposition gratuite, voire violente, qui ne débouche pas sur de nouvelles formes de coopération sociale. Absolument d'accord. Non, je pensais bien à des initiatives qui essayent de résoudre, parfois sur place, relever des défis et résoudre parfois même des problèmes. Souvent, on dit qu'en Europe, l'axe franco-allemand, le moteur franco-allemand, le couple, on peut utiliser n'importe quelle métaphore, n'a plus la force de tirer le train européen. C'est sans doute vrai parce que, bon, à 27, on n'est pas à 6, c'est clair. Comment on pourrait imaginer d'autres coalitions qui élargiraient un peu ce moteur franco-allemand par d'autres pays volontaristes? Parfois, on a dit, ben voilà, il faut parfois aller de l'avant. On l'a vu pour Schengen, on l'a vu pour l'euro. Quels seraient les groupements imaginables? Alors, je pense que d'abord, il faut faire un petit peu la différence entre les discussions au niveau politique et les sociétés. Il ne s'agit pas de faire des alliances des uns contre les autres au niveau des sociétés. Parce que ça serait abominable. On a tous un cadre institutionnel commun, des valeurs partagées, des parlementaires qui travaillent et des ministres qui travaillent à Bruxelles avec la Commission à faire des lois. Donc l'idée, effectivement, c'est plutôt de donner une impulsion. Il y a un pays auquel on peut penser assez facilement, c'est l'Italie, qui est d'abord un pays fondateur, qui a traversé une phase difficile, à la fois à cause de la crise financière, dont je tiens à souligner que l'Italie est sortie seule, parce qu'on entend parfois dire que le sud de l'Europe a reçu des subsides. Non, l'Italie n'a rien demandé à personne et est sortie de la phase la plus aiguë de la crise en 2011-2012. Elle a bénéficié des annonces faites par la Banque centrale européenne et de la solidarité, mais il n'y a pas eu de transfert d'argent vers l'Italie. Donc c'est un pays qui ensuite a affronté la crise migratoire en étant en première ligne. Donc c'est à l'évidence un pays avec lequel, aussi bien d'ailleurs la France que l'Allemagne, ont des liens très étroits. Je crois que la manière dont l'économie du nord de l'Italie et celle du sud de l'Allemagne sont imbriquées doit inviter les Français à toujours être assez prudents. L'Italie est la deuxième industrie d'Europe après l'Allemagne. La France vient de signer un traité bilatéral avec l'Italie à la suite d'une phase assez difficile de relations, et c'est une bonne chose qu'on puisse tourner cette page-là. Mais après, je crois que l'idée, c'est vraiment de n'exclure personne, de pouvoir inclure des pays. Je pense par exemple à des pays comme la Finlande, le Portugal, l'Espagne, qui ont toujours été très pro-européens, peut-être avec des difficultés pendant la crise financière, mais qui sont là depuis le début depuis des années en tout cas pour faire avancer le projet. On a à s'intéresser beaucoup à ce qui se passe en Irlande, qui est un pays qui a été énormément impacté par le Brexit. Si on regarde les 3 pays baltes, ils sont dans une situation géopolitique délicate et ils se trouvent à l'intérieur de la zone euro. Donc je dirais que selon les sujets, on ne peut pas imaginer des sujets migratoires sans avoir la Grèce et l'Espagne qui sont en première ligne. Donc voilà, l'idée n'est pas de diviser, mais peut-être d'utiliser la force des sociétés civiles de certains pays peuplés aussi, parce que quand on ajoute les populations franco-allemandes, italiennes, on a une grande majorité des citoyens qui sont actifs à l'intérieur de l'Europe. Mais encore une fois, ça c'est une chose qui n'est peut-être pas assez dite. Le miracle européen, c'est de faire travailler ensemble des pays de tailles différentes. Donc, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de l'efficacité, c'est important de faire en sorte que les grands pays ou les pays les plus peuplés se parlent. Mais on a souvent vu des apports extrêmement importants. Le Benelux, quand il y avait les 6, était très actif. Les Pays-Bas aussi ont un nouveau gouvernement depuis peu qui semble faire un certain nombre d'ouvertures sur certains sujets. C'est important, parce qu'avec la France, par exemple, les Pays-Bas, c'est 2 systèmes économiques et conceptions assez éloignés. Donc quand on trouve des accords avec les Néerlandais, on a quelque chose d'assez équilibré. Donc voilà, je crois qu'il ne s'agit pas d'exclure quiconque. La vraie question, c'est peut-être un peu les pays d'Europe centrale et orientale qui, notamment pour des questions sérieuses d'état de droit, ont à l'heure actuelle des gouvernements qui ont fait le choix de s'éloigner de l'Europe. Et donc il faut qu'on comprenne et qu'on travaille aussi avec les sociétés civiles de ces pays-là. En effet, déjà, ces dernières années, nous avons de temps à autre ouvert nos propres recherches et plateformes de dialogue vers d'autres pays, que ce soit au niveau des jumelages, c'était beaucoup avec la Pologne, que ce soit sur tout ce qui était économique, crise
Covid, des conséquences économiques de la crise Covid avec l'Italie, la France et l'Allemagne. Donc je pense qu'on est sur une bonne voie. Et il se trouve que l'année dernière, les deux présidents de la République fédérale, Steinmeier, et de l'Italie, Mattarella, ont créé un prix pour des activités de jumelage de la société civile entre l'Allemagne et l'Italie. Et Ludwigsburg a gagné le premier prix. Et donc, on est très content de coopérer avec la ville sur un conseil de jeunes, justement, pour travailler sur les conséquences qu'a eu sur leur vie, sur la vie de la commune, la crise Covid. Donc, on est en plein dedans, je pense, et on peut très bien aussi profiter de l'expérience qu'on a pu accumuler sur le travail franco-allemand vers d'autres pays, parce que les formats de dialogue se ressemblent. Peut-être un dernier mot sur le traité d'Aix-la-Chapelle. En 2019, les gouvernements ont signé, français et allemands, ce deuxième traité de coopération entre la France et l'Allemagne. Il est trop tôt pour dire si c'est un grand succès. On se rappelle que le traité de l'Élysée aussi avait du mal à démarrer. Mais quand même, il y a des choses qui se sont mises en place. Quels seraient peut-être un ou deux éléments les plus intéressants qui restent à être développés, qui pourraient dans le futur montrer leur force? Je crois que la coopération entre les sociétés est très importante. Est-ce qu'il faut avoir un forum franco-allemand sous une forme, sous une autre? De quel sujet il doit traiter? Enfin, c'est un sujet de longue haleine. Le traité n'a fait que poser un cadre. Ensuite, il faut le faire vivre. Mais effectivement, moi, je sens, encore une fois, hein, j'insiste sur des sujets comme la protection de la nature, le climat, la manière dont on peut se tourner aussi sur ces sujets-là vers les pays du Sud. Par exemple, une manière de renouveler les jumelages, c'est de prendre des jeunes Français et Allemands et de les envoyer dans un pays d'Afrique faire ensemble des choses qui leur paraîtront peut-être un peu plus exotiques que d'aller au fin fond d'une région française ou d'un land allemand. Et là aussi, on peut avoir des périmètres un peu différents. Donc là, la coopération des sociétés, tout ce qui est transfrontalier, moi je viens de Marseille, donc le transfrontalier, c'est pas ce qui m'a motivé à faire du franco-allemand, mais je sais à quel point pour la vie des personnes qui sont en Alsace, en Baden-Württemberg, en Sarre, en Lorraine, ça peut induire des problèmes extrêmement désagréables quotidiens ou au contraire faciliter la vie. Donc c'est quand même un champ qui, encore une fois, n'épuise pas la relation franco-allemande, mais qui peut avoir son importance. Il y a tous les aspects de coopération entre les parlements, qui est aussi très porteur. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier le fait que c'est un traité qu'il faut faire vivre, parce que si on signe des traités et qu'on ne les fait pas vivre, on donne aussi un message. Et donc, il faut que les sociétés s'en emparent, que les politiques s'en emparent, et que toutes ces structures aussi de consultation fonctionnent dans le cas de crises qui peuvent être des crises géopolitiques comme celles qu'on est en train de vivre, qui peuvent être le rapport aux pays du Sud, le développement, qui peuvent être le climat, l'environnement. Voilà. Ce traité donne des outils et aux élus et à la société de les utiliser le mieux possible. Et aux instituts comme le DFI, qui est quand même en première ligne pour y arriver. C'est bien de mentionner le transfrontalier parce que c'est une réalité évidemment pour beaucoup de personnes. La frontière est longue et ça reste une frontière malgré tout parce que les administrations ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle commission créée par le traité d'Aix-la-Chapelle, on essaie de résoudre très pratiquement certains problèmes. Le Land du Baden-Württemberg nous a chargé de piloter aussi un nouveau projet qu'ils ont lancé d'un portail pour les citoyens où ils, théoriquement, devraient avoir les réponses à toutes leurs questions imaginables sur la réalité vécue dans cet espace de vie plus ou moins partagé et où les difficultés restent. Parfois, il n'y a pas assez de ponts, on ne sait pas où passer le Rhin, ça c'est très pratique pour le Rhin, mais c'est vrai aussi pour les frontaliers avec des questions d'assurance, des questions d'aide pendant le chômage. Il y a vraiment beaucoup à faire et c'est vrai que ce traité d'Aix regarde loin les grands sujets, mais aussi les sujets de proximité et c'est sans doute... Oui, on pourrait peut-être rêver après le Covid. Moi, là, j'aimais vraiment un rêve. C'est vraiment d'utiliser les frontaliers et toutes les questions qui sont apparues pour inventer un régime, par exemple, de sécurité sociale ou de droit du travail qui serait une sorte de régime supplémentaire auxquels pourraient adhérer tous les gens qui soit sont des expatriés qui vont bouger d'une capitale à l'autre, soit des gens qui le font vivre au quotidien. Enfin, en tout cas, pour avoir vu de près, ayant une de mes filles à l'hôpital de Strasbourg, ce qui s'est passé, je trouve que ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faudrait que la frontière ne se ferme jamais entre la France et l'Allemagne. Voilà le mot de la fin.
On ne pouvait pas mieux dire ce qu'il faut faire. Merci pour cet entretien. Le travail est là, devant nous. Nous allons continuer, évidemment, nos efforts par la publication, par l'analyse, par la documentation, par le conseil. Et vous pouvez compter sur nous. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nous. On va essayer d'y répondre. Merci pour votre attention. Merci Sylvie.